Bonjour à tous, c'est Apprentissage et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment investir en bourse à long terme de manière simple et pratique quand on est un débutant. Le principal facteur qui arrête les gens d'investir en bourse, c'est les stéréotypes qui entourent ce milieu. En effet, le milieu financier est perçu comme un monde assez opaque que seuls les initiés peuvent comprendre. Comme on peut le voir avec les films et documentaires sur le milieu financier qui se multiplient depuis plusieurs années. Cette idée n'est pas totalement fausse, car l'investissement boursier ne s'est vraiment démocratisé que depuis quelques années, et de nombreux produits dits complexes restent encore inaccessibles aux particuliers. Cependant, l'accessibilité au concept de base de la bourse, à savoir échanger une somme d'argent contre une petite part d'une entreprise, lui s'est grandement démocratisé au cours des dernières années, avec la multiplication des plateformes de trading notamment, et l'essor des banques en ligne qui ont permis à toute une partie de la population qui n'avait pas forcément accès aux instruments boursiers de pouvoir aujourd'hui s'y mettre, et ce à moindre coût. Cependant, les produits financiers qui sont proposés sont tellement nombreux et peuvent paraître tellement inaccessibles d'un point de vue compréhension que ça peut rebuter beaucoup de monde. C'est pourquoi je vous ai fait un petit guide des familles afin de vous faire gagner du temps et que vous puissiez profiter des nombreuses choses que j'ai apprises et éviter les erreurs que j'ai pu commettre. Avant tout, je préfère prévenir, la méthode que je vais développer dans cette vidéo s'adresse à des épargnants qui comprennent qu'on ne peut pas devenir multimillionnaire du jour au lendemain, sauf à prendre des risques complètement inconsidérés. Et l'objectif de cette vidéo est de vous permettre de développer sur le long terme un patrimoine et non pas de vous montrer une méthode miraculeuse qui au final vous fera juste perdre de l'argent. La première étape de votre parcours va consister à s'interroger sur votre profil d'investisseur et sur votre durée d'investissement. Typiquement, si votre but est de vous constituer un capital qui va ensuite servir d'apport personnel pour acheter par exemple votre résidence principale et que vous avez pour objectif d'acheter votre résidence principale d'ici 5 ans, eh bien votre horizon d'investissement pour le capital que vous avez va donc être limité à 5 ans. Votre profil de risque doit forcément tenir compte de votre horizon d'investissement et si vous avez donc la nécessité de devoir décaisser à court terme cette somme, eh bien, vous ne pouvez pas prendre des risques inconsidérés. Sinon, si vous avez une baisse temporaire ou une perte définitive sur la somme que vous avez investie et dont vous aviez besoin à horizon court terme, eh bien, vous êtes complètement perdant dans l'histoire. A l'inverse, si vous n'avez pas d'horizon particulier pour votre placement et que c'est simplement de l'argent dont vous n'avez pas l'utilité à court terme, alors vous pouvez très bien utiliser cet argent et le placer sur des placements qui sont plus risqués afin d'espérer un rendement supérieur. Petit disclaimer avant toute chose, certaines personnes ne supportent absolument pas de voir leur portefeuille en perte. Pour ces personnes-là, n'investissez pas en bourse. Pouvoir dormir sereinement la nuit quand ta position est en perte, ça vaut infiniment plus que X% de rendement supérieur sur un an. Honnêtement, ne vous prenez pas la tête. Si vous n'êtes pas fait pour ça, ne tentez pas de vous lancer en action. Il y a plein d'autres possibilités de placement alternatifs, notamment l'immobilier, qui n'ont pas un feedback instantané sur la position du portefeuille et qui du coup sont beaucoup plus sereins à détenir sur du long terme. Donc si vous n'êtes pas capable de supporter que votre position soit en perte pendant une certaine période, n'investissez pas en actions, vraiment. A l'inverse, d'autres investisseurs sont beaucoup plus sereins avec l'idée de pouvoir être en perte temporaire sur un horizon court terme, et pour ces investisseurs-là, l'investissement en bourse peut être un moyen d'obtenir une rentabilité plus importante. En matière de placement, on oppose souvent les placements dits sans risque avec les placements dits risqués. Les placements sans risque correspondent aux emprunts des États les plus stables financièrement. Ces emprunts sont moins risqués assez logiquement et corrélativement. Ils offrent une rentabilité qui est inférieure aux actifs dits risqués. Attention, c'est un abus de langage de dire qu'il s'agit de placements sans risque. Il y a toujours des risques, peu importe le placement, mais ces placements sont considérés comme étant moins risqués. Il y a cependant bien un risque de perte en capital, mais ce risque est considéré comme étant très faible. En effet, le risque que l'État français ou américain ne vous paye pas les intérêts des emprunts, il existe. S'il y a une guerre civile ou s'il y a la Troisième Guerre mondiale qui démarre, potentiellement vous ne serez pas remboursé, mais je pense que vous aurez d'autres considérations à ce moment-là que le montant de vos OAT ou vos bons du trésor. De l'autre côté, on va retrouver tous les investissements qui ont un rendement supérieur au placement dit sans risque,
et notamment l'investissement en actions. Cet investissement en actions est assez paradoxal s'agissant du risque. En effet, si on prend une action individuellement, la société a la possibilité de faire faillite, le secteur dans lequel la société va se trouver peut subir temporairement des difficultés. Il y a tout un tas d'aléas qui peuvent arriver à court ou long terme et qui peuvent faire qu'une société peut baisser à long terme. Cependant, si on se concentre sur le marché action dans sa globalité, historiquement, le marché action monte. Il n'y a pas de question là-dessus, toutes les études le prouvent. Sur une longue période, le marché action pris dans sa globalité est haussier. De plus, si on prend toujours le marché dans sa globalité, toutes les études tentent à prouver que les emprunts d'État ne sont pas moins risqués que les actions à long terme, ou autrement dit, que les actions ne sont pas plus risquées que les emprunts d'État si on prend une période à long terme. Il reste malgré tout nécessaire de se protéger contre les éventuelles variations à la baisse à court terme. En effet, comme tout le monde le sait, le marché action fluctue, il y a des hausses, il y a des baisses. Sur le très long terme, le marché est haussier, mais sur le court terme, si vous investissez aujourd'hui, demain, potentiellement, vous aurez moins que ce que vous aviez investi initialement. Cependant, sur le long terme, là encore, le marché est haussier. Il faut donc faire bien attention. Si vous n'avez pas un horizon de temps supérieur à 7 ou 8 ans, n'investissez pas tout votre argent en actions. Investissez une partie, mais pas la totalité. A l'inverse, sachant que la probabilité d'effectuer un gain s'accroît avec la durée de placement en action, eh bien, si vous avez un horizon de placement qui est supérieur à 7 ou 8 ans, n'hésitez pas à investir en action. Statistiquement, le risque est beaucoup plus faible que la probabilité d'avoir un gain. Donc si vous avez un horizon de temps qui est supérieur à 8 ans, alors l'investissement en action semble être à privilégier. Et bien entendu, aussi robustes que soient ces constats, ils ont été établis à partir de statistiques passées, qui ne sauraient donc présager de ce qui va se passer à l'avenir. Il s'agit simplement de statistiques mathématiques. Je ne suis pas Madame Irma et je ne sais pas s'il va y avoir un astéroïde qui va frapper la Terre dans 2 mois. La deuxième étape de votre parcours d'investisseur, il s'agit de la constitution d'un fonds de sécurité. La constitution de ce fonds de sécurité est un préalable nécessaire avant tout investissement en bourse. Donc ce fonds de sécurité va correspondre à une somme qui correspond en général entre 3 et 6 mois de salaire que vous allez mettre sur une poche à laquelle vous avez librement accès, typiquement le livret A, et qui va vous permettre, en cas de coup dur, de pouvoir réparer la voiture, racheter une machine à laver, et qui va donc vous permettre d'anticiper les éventuels pépins que vous auriez dans la vie de tous les jours. Enfin, à compter de la troisième étape, on rentre vraiment dans l'investissement en bourse. Le premier point, c'est que l'investissement en bourse peut se faire au moyen de différentes enveloppes fiscales, notamment le plan épargne-action, le PEA-PME, le compte titre ordinaire ou l'assurance vie. Cette liste n'est pas limitative, mais c'est les principaux que vous avez à avoir en tête. Compte tenu de cela, et afin de simplifier au maximum, on peut dire que le compte titre ordinaire et l'assurance vie ont moins de restrictions sur les actions et fonds que vous pouvez acheter, mais ils ont une fiscalité sur les plus-values qui est dite classique, à savoir prélèvements sociaux plus impôt sur le revenu, ce qui vous amène dans la majorité des cas à une fiscalité de 30% en tenant compte du prélèvement forfaitaire unique. A l'inverse, le PEA et le PEA-PME ont certaines restrictions, mais ils permettent, sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité, d'avoir une fiscalité sur les plus-values qui est beaucoup plus avantageuse que les autres enveloppes. En effet, la fiscalité va être limitée aux prélèvements sociaux et on ne va donc pas avoir d'impôt sur le revenu au titre des éventuelles plus-values. Pour l'ouverture de votre PEA, je vous recommande de passer par un courtier en ligne et non pas forcément par votre banque traditionnelle, qui ont souvent des frais prohibitifs. Personnellement, je suis chez Fortuneo, c'est une banque en ligne plutôt complète, sans frais de tenue de compte, qui me sert de banque pour la vie de tous les jours, et aussi de banque pour mes placements et investissements en bourse. Vraiment très simple d'utilisation, ça fait très bien le taf, c'est top. Je vous mets un petit lien dans la description avec un code de parrainage qui vous permettra de bénéficier de l'offre de bienvenue si vous le souhaitez. Tout l'intérêt de la méthode que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est que la meilleure façon d'investir en bourse, à mon sens, permet de facilement contourner une partie des restrictions du plan épargne-action, de sorte que vous pouvez, avec cette méthode, bénéficier des avantages fiscaux du plan épargne-action, et ce, sans avoir l'intégralité des restrictions inhérentes à cette enveloppe fiscale. Et cette méthode, c'est grâce à la gestion passive.
Pour faire simple, il existe deux façons d'investir en bourse. L'investissement actif et l'investissement passif. Donc l'investissement actif consiste à choisir soi-même quelle action ou quel fonds on va acheter, quand l'acheter, et d'espérer que le choix de cette action va, sur la période de temps envisagée pour détenir l'action, entraîner un rendement, la plupart du temps sous la forme d'une plus-value à la sortie, mais potentiellement aussi à travers un dividende. Cette méthode, assez logiquement, implique beaucoup de décisions de la part de l'investisseur, quand acheter, quand vendre, quelle action acheter ou quel fonds. Il y a donc beaucoup de décisions à prendre et corrélativement, il y a beaucoup de risques de se planter. Or, le plus grand ennemi de l'investisseur, c'est lui-même, c'est ses émotions, la peur de ne pas avoir choisi la bonne action, la peur d'avoir investi trop tôt ou trop tard, c'est ses biais cognitifs aussi. Tout ça, c'est ce qui fait que la gestion active nécessite d'avoir une rigueur qui n'est pas envisageable pour tout le monde. En tant qu'humain, on a tendance à se croire plus doué que ce que l'on est réellement, et meilleur que les autres. Or, mathématiquement, si on y réfléchit un peu, ça peut pas être vrai pour tout le monde. Et en bourse, les études faites montrent que les particuliers qui essaient de battre le marché se prennent souvent les pieds dans le tapis, et le rendement généré par l'investisseur moyen est bien inférieur au rendement du marché en lui-même, déterminé par le taux de l'indice de référence. On voit bien sur le graphique à l'écran que le rendement de l'investisseur lambda s'élève à 1,9% par an sur la période de 1999 à 2018, alors que le rendement d'un indice boursier comme le S&P 500 s'élève à 5,6% par an sur la même période. On voit donc qu'il y a une différence qui est considérable entre les rendements des deux, et ça a un impact fantastique sur le capital au bout de la période. Ce graphique illustre bien le fait que la majorité des gens pensent faire de meilleurs choix que tous les autres, et les gens ont tendance à surestimer leur capacité à choisir une action ou un fonds qui va surperformer le marché. Cependant, on pourrait se dire que ce problème se limite à des particuliers qui ne savent pas trop ce qu'ils font, que les professionnels de la finance qui sont payés pour ça, eux, n'ont pas ces biais. Or, si on prend les performances des fonds qui sont donc gérés par des professionnels de la finance, 90% de ces fonds ont une performance qui est inférieure à leur indice de référence. Et tout ça avant application de leurs frais de fonctionnement qui sont prélevés chaque année, et ce, indépendamment de la performance ou non-performance. Petite précision pour des questions de contexte, il faut bien avoir en tête que ces fonds, en plus d'avoir une performance qui est à 90% inférieure à leur indice de référence, ont des frais de fonctionnement qui s'élèvent en moyenne pour les actions internationales à 1,61% par an, et que cette différence de performance, sur le long terme, va engendrer des différences de rendement énormes entre les performances de l'indice en lui-même et la performance du fonds qui suit cet indice, auquel il faut déduire le montant des frais de fonctionnement qui vont être perçus chaque année. Une fois qu'on a connaissance de cela, on peut en tirer avantage et utiliser une technique simple. Au lieu d'essayer de battre le marché en sélectionnant une action qui hypothétiquement surperformerait le marché, le plus simple, c'est simplement d'acheter le marché dans sa globalité, et comme ça, on retire totalement la possibilité de se planter d'actions et d'investir sur le mauvais cheval. Cette méthode qui consiste non pas à acheter une partie de l'indice, mais à acheter l'indice dans sa globalité, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Cette gestion passive consiste à investir sur un Exchange Traded Funds, ou ETF. Cet ETF, c'est un fonds indiciel coté et négocié en bourse de la même façon qu'une action, qui va suivre l'évolution d'un indice. Par exemple, si vous achetez un ETF qui suit l'indice CAC 40 et que le CAC 40 baisse, la valeur de votre ETF baissera dans la même proportion. Cette méthode de la gestion passive a plusieurs avantages sur la gestion active. Donc le premier avantage de l'investissement au travers d'un ETF, c'est la diversification. En effet, si on part du principe que la probabilité statistique de battre le marché est faible, le fait d'investir dans un indice plutôt que sur une action permet de s'exposer à un portefeuille qui est beaucoup plus vaste de sociétés, et donc de diversifier son portefeuille à moindre coût. De plus, les indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 sont structurellement faits pour monter. En effet,
il y a un arbitrage dans les sociétés qui vont composer les indices, qui va du coup faire rentrer dans cet indice les nouvelles sociétés qui montent en capitalisation et qui vont faire sortir les sociétés qui, elles, du coup, sont en perte de vitesse, de sorte que la composition du CAC 40 n'est pas la même d'une année sur l'autre. Et il y a des nouveaux entrants, des sociétés qui sortent de cet indice, et on a donc un renouvellement de l'indice qui entraîne sur le long terme une surperformance. En plus de cela, le principal avantage, à mon sens, de l'investissement au travers d'un ETF, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de se prendre la tête avec quand acheter, quelle action acheter, être obligé de suivre les cours de bourse à droite à gauche. On a juste à investir de manière régulière dans un ETF, laisser les statistiques faire leur travail. Sur le long terme, statistiquement, vous serez gagnant en investissant au travers d'un ETF et vous n'aurez pas à subir le stress que peuvent avoir les investisseurs qui font ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire de choisir l'action sur laquelle ils vont investir, qui la voient descendre et qui se demandent s'ils ont fait le bon choix ou pas le bon choix. Vous investissez sur un ETF, vous investissez sur un indice, vous avez confiance dans le fait que sur le long terme, l'indice va monter, et voilà, il ne faut pas chercher à complexifier les choses plus que ça. Un autre avantage de la gestion passive par rapport à la gestion active, c'est que bien qu'il s'agisse aussi de fonds cotés négociés en bourse, les ETF, eh bien ces ETF, comme ils ont juste pour objectif de répliquer un indice et qu'il n'y a donc pas de personnes réellement derrière qui choisissent quelle action acheter, quelle action vendre, quand acheter, quand vendre. Vous avez donc retiré tout ce qui est trader et gestionnaire de fonds. Eh bien, les frais de fonctionnement annuels de ces ETF sont bien inférieurs à ceux des fonds gérés activement. Ainsi, l'ETF Monde que je vais vous présenter après a des frais annuels de 0,38% par an, à mettre en comparaison avec le montant des frais pour les fonds basés sur les actions internationales qui s'élèvent à 1,61%. On a donc des frais de fonctionnement annuels au terme de l'ETF Monde qui sont 4 fois inférieurs à ceux des fonds gérés activement. Or, si vous avez une performance annuelle de 6%, mais que vous avez 2% de frais de fonctionnement sur votre fonds, alors votre performance nette n'est plus que de 4%. A l'inverse, si vous avez la même performance de 6%, mais que les frais de fonctionnement liés à votre ETF ne sont que de 0,5%, alors votre performance nette s'élève à 5,5%. Une différence de performance de 1,5% peut ne pas paraître énorme à court terme, mais je vous laisse juger ce que ça donne sur X années. Enfin, et c'est là toute la force de cette méthode d'investissement au travers d'un ETF, c'est qu'elle se combine vraiment bien avec l'enveloppe fiscale du plan épargne action. En effet, une partie des restrictions de ce plan épargne action, c'est qu'on est censé ne pouvoir investir que dans des sociétés qui ont leur siège social dans l'Union européenne ou au sein d'un État de l'espace économique européen. Or, historiquement, l'Europe est loin d'être la zone géographique la plus performante au titre des actions. Les US surperforment quasiment tout le temps la zone géographique européenne. Cependant, le fonctionnement des ETF permet, sans rentrer dans trop de détails techniques, de s'exposer à des zones géographiques qui normalement ne devraient pas être éligibles au PEA. Ainsi, il est tout à fait possible de s'exposer à un ETF monde qui comprend à la fois des sociétés qui sont au sein de l'Union européenne, mais une très grande majorité de sociétés qui sont en dehors de l'Union européenne, et ce, au sein de l'enveloppe fiscale du plan épargne action. Ainsi, vous pouvez tout à fait intégrer à votre plan épargne action un ETF qui réplique les indices américains qui surperforment statistiquement les indices européens, pouvoir intégrer cet indice américain au sein d'un plan épargne action permet donc de profiter de la surperformance de la zone géographique américaine et profiter aussi des avantages fiscaux qui résultent de l'enveloppe du plan épargne action. En résumé, si vous souhaitez un investissement performant sans vous prendre la tête parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas l'envie, pas de problème. Et que vous avez quand même envie de bénéficier des avantages fiscaux qui sont offerts par le plan épargne action, alors l'investissement au travers de la gestion passive et au travers d'un ETF est, à mon sens, la méthode qui, à long terme,
est la plus viable et la plus logique. Ainsi, investir régulièrement dans un ETF monde permet de se faciliter la vie, de s'exposer à un panel de sociétés diversifiées qui représentent toutes les plus grandes capitalisations de la planète, et tout ça sans trop de frais et avec des performances qui sont vraiment tout à fait honorables. Et vous pouvez retrouver un de ces ETF monde éligible au PEA chez Amundi au moyen du code qui s'affiche à l'écran. Alors oui, c'est clair, vous ne pourrez pas briller en société en disant que vous avez trouvé le nouveau Apple qui a réussi à vraiment surperformer le marché et qui a fait 150% en un an. Mais sur le long terme, vous allez avoir un investissement qui va pouvoir vous rapporter une rentabilité tout à fait honorable, et ce, avec très très peu de contraintes. Et je vais utiliser un petit argument d'autorité avec Warren Buffett, potentiellement le plus grand investisseur actif de tous les temps, qui conseille à son épouse pour après son décès et à l'immense majorité des gens de simplement acheter un fonds indiciel ETF, et qui a même parié 1 million de dollars que cette méthode allait battre une sélection de fonds sur une période de 10 ans, et qui a bien sûr gagné son pari. Si malgré toutes mes explications, vous n'êtes toujours pas convaincu par l'investissement en bourse, alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'investissement immobilier, qui peut être considéré comme un placement alternatif à l'investissement en action, et qui a le mérite d'être considéré par le grand public comme une valeur refuge, ou au moins un actif moins risqué que l'investissement en bourse.